Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse. Cette fois encore, je dis encore, non, c'est pas encore, c'est un nouvel épisode hors série dans lequel Marguerite, tu as proposé de revenir sur quelques épisodes qui sont notés comme tes favoris de la Ouais, mes série favoris originale, de... de Star Trek originale. Comment vas-tu? Ça va? Je vais bien. Cool. On fait donc un petit épisode qu'on va intercaler entre deux enregistrements d'épisodes réguliers, normaux. Voilà, lors de l'année précédente, vous aviez l'habitude d'avoir des enregistrements de... J'ai oublié comment ça s'appelait, Rétro-Lodeck avec Thierry. Et bien peut-être que là, ça va être des hors-série avec Marguerite. On va voir. On ne sait pas, soyons fous. Adviendra ce que pourra, ce que devra, peut-être, on ne sait pas. Et donc, tu m'as dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse une sélection de nos épisodes préférés de la série originale. D'abord de TNG, t'avais dit. Et après, t'as dit, non, mais ça va être compliqué, TNG, on va faire de la série originale. Et du coup, moi, j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que avant l'enregistrement, on en parlait il y a quelques secondes, toi et moi, je disais, c'est compliqué de choisir les favoris, parce que aujourd'hui, ce sera mes favoris, demain, ce seront des épisodes que j'aime pas, et en fait, à part peut-être un épisode qui n'est pas dans ta sélection, mais City on the Edge, Forever, je sais pas lequel je saurais placer. Je les aime bien tous dans la série originale. On va pas se mentir, la saison 3, il y en aurait probablement aucun Oui, c'est surtout en saison 1. Ouais. qui rentrerait dedans. Mais bien que, bon, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est surtout en saison 1. Un peu en saison 2, toi, il y en a un, Oui. je crois, Oui, un oui. de sélection qui est de la saison 2. Et je sais plus ce que je disais, mais donc voilà, je suis pas capable. Et du coup, c'est très bien parce que ça te fera un plus long temps de parole, et moi je vais me contenter, entre guillemets, de rebondir et de relancer, surtout qu'on a quand même pas mal de choses à dire, parce qu'il y a quand même une belle sélection de 4 épisodes assez mastoc. Duquel tu veux parler en premier? On n'a pas établi de liste. Les arbitres du cosmos. Les arbitres du cosmos. Hop, Voilà. l'arrivée de Kor. C'est ça. Alors, c'est le 27e épisode d'après la diffusion, l'ordre de diffusion. Ouais. Et donc en anglais, Errand of Mercy. Écrit par Jean Lee Cook. Kuhn. Erreur. Ouais. Voilà. La première apparition des Klingons est vraiment le début de leur installation dans la mythologie, avec le commandant Kor. Et en fait, moi, ce que j'adore, je crois que c'est mon épisode préféré, en fait. Si vraiment, j'ai du mal à dire 2, 3, bon, je sais pas trop, mais vraiment le préféré, ça doit être celui-là. Déjà parce que les dialogues sont au poil, il y a une écriture derrière qui est vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup les dialogues, et c'est un des rares épisodes où la Fédération et le comportement de Kirk sont remis en cause. C'est quand même très très original pour le coup. C'est assez savoureux. Alors moi j'aime beaucoup l'antagonisme qu'il y a entre Kor et Kirk. J'essaye de montrer, mais forcément si je montre avec le mauvais écran, donc avec Kor et Kirk, parce que Kor sent qu'il y a quelque chose dans le fond de Kirk, il aime bien la bagarre, hein, on est d'accord. Et Kor, qui n'arrête pas de dire qu'il veut que tout le monde soit soumis, machin, et ben il voit que Kirk, il aime la bagarre, et vu que Kor aussi, il aime la bagarre, et bien il vient titiller Kirk tout le temps. Et par exemple, il dit j'ai besoin de quelqu'un qui fera le lien entre moi et le peuple, et il voit que Kirk, il est là, surtout pas moi, et il se dit on va te choisir toi, comme ça toi tu vas bien me faire chier, et je vais bien te faire chier, et ça va bastonner. Et c'est assez savoureux parce que tu vois bien le démarrage d'un antagonisme qui, limite, si ça avait été une série d'aujourd'hui, cet antagonisme, il aurait duré sur plusieurs saisons. Et à la fin de la saison 7, ils boiraient un verre ensemble en disant « T'as vraiment été mon meilleur ennemi, quoi. » Et c'est un petit peu ça qu'on a avec Kor, qui revient dans Deep Space Nine et qui dit des trucs sur son passé. Mais c'est assez cool. Et ouais, et comme tu disais, l'hégémonie
de Starfleet, c'est bien. Alors, est-ce que... Moi j'ai une question quand même, c'est est-ce que c'est Kirk qui agit mal ou est-ce que c'est la Fédération? Parce que j'ai l'impression quand même que Kirk, quand il arrive dans cet épisode et qu'il commence à attraper les habitants, là, les locaux, je sais plus comment ils s'appellent, Les alors dire Organiens. ouais, les Organiens, ouais, les autres ils vont arriver, c'est des salauds, ils vont être méchants avec vous, rejoignez-nous, nous, si vous nous rejoignez, on va vous défendre. Tu sais, ça fait un peu euh, des techniques mafieuses, de venez, vous aurez pas de problème avec nous. Est-ce que c'est la Fédération qui veut ça ou est-ce que c'est Kirk? En fait, pour moi, je trouve que Kirk... Alors, ouais, on n'a pas reprécisé le contexte un petit peu quand même. Ouais, donc, dans cet épisode, les Klingons et la Fédération sont sur le point de se taper dessus, de déclarer une nouvelle guerre. Et il y a une planète qui se retrouve à la frontière voilà, soumise à justement cette bagarre. Donc, la planète des Organiens. Donc, Kirk a pour mission d'aider les Organiens à rester côté Fédération, tant qu'à faire, et voilà, à éviter les Klingons. Et il va avoir du mal, puisque les Organiens, eux, ils sont fondamentalement non violents, pacifiques, et pour eux, il n'y a aucun problème, que ce soit les Klingons ou la Fédération, c'est la même chose. Et eux, leur seul intérêt, c'est d'être tranquilles sur leur petite planète, ils veulent rester en paix. Et ils demandent même à Kirk et à Spock de partir avant qu'ils causent des problèmes, parce que leur présence cause des problèmes. Et les Klingons arrivent, donc en effet, il y a des problèmes. Oui. Voilà pour la mise en contexte. Et en fait, moi, ce que j'aime dans cet épisode, c'est justement le regard sur les Organiens. Alors, je vais te lire une partie parce que j'avais écrit en fait une critique de cet épisode sur mon blog. Ah ouais. Et en fait, ce que j'aime dans cet épisode, c'est que ça montre qu'on juge trop vite un peuple sur sa culture, son évolution technologique, en un mot, son apparence. Parce que là, on a un peuple qui, en principe, n'a pas évolué, qui est démuni, qui est arriéré, qui est fragile, qu'on doit protéger. Et en fait, il se trompe complètement. Il se trompe complètement. Pour le coup, c'est Kirk qui parle aux Organiens comme à des enfants, qui ne voient pas que la flamme brûle. Et pour ce peuple, la flamme, elle ne les brûle pas, donc ils comprennent pas en fait pourquoi Kirk veut absolument les protéger d'un danger qui n'existe pas. Et donc, ça parle de l'ignorance, du manque de compréhension et le manque de tolérance de Kirk, son côté voilà sanguin, tout feu tout flamme. Ça fait que c'est lui l'enfant en fait, et tellement persuadé d'avoir raison qu'il n'écoute pas ses interlocuteurs. Il finit par les dénigrer, par dire qu'il ne mérite pas son estime, son sacrifice. Enfin voilà, il est complètement à côté de la plaque en fait, Kirk. Ouais, c'est marrant. Et donc, c'est ce que j'aime dans cet épisode, c'est que Kirk et le Klingon, c'est comme des enfants qui se chamaillent. Et les Organiens, en fait, ils viennent jouer un peu les parents avant que ça dégénère trop, en mode bon, là c'est bon, arrêtez, vous nous embêtez. Et voilà, j'aime beaucoup les dialogues, le fait que Kirk et Kor, le Klingon, ils réclament le droit de combattre. Ils en veulent aux Organiens parce qu'ils peuvent pas s'étriper. Et voilà, j'aime. Il y a vraiment un regard sur la compréhension entre les espèces et la non-violence, la violence. Enfin, c'est vachement intéressant. Ouais. Voilà. Totalement. Je suis juste en train de chercher parce qu'en fait, j'en parle, mais je ne sais plus quand est-ce qu'il apparaît cet épisode. C'est en saison 2. Non, c'est le 27e épisode de la saison 1, dans l'ordre de Ah oui, diffusion. Errand of Mercy. Et ce qui est donc assez surprenant parce qu'on a vu un Kirk jusqu'à présent beaucoup plus posé, calme, serein. Il a eu ses moments de bagarre. Hein. Il y a eu des moments où il était plus combatif, mais le voir perdre pied à ce point et chuter dans cette puérilité c'est ça. aussi forte, c'est que vraiment il devait être à bout. C'est peut-être l'heure de faire un short livre pour lui. Et tiens, d'ailleurs, en plus, je vois dans le listing d'épisodes qu'il enchaîne avec City on the Edge of Forever, donc ouais, il a vraiment besoin de vacances après ça, je pense.
Après, ce Mais sera la même- lumière qui tue, donc bon. Là, bon. Mais même Spock, il finit par se faire avoir aussi par cet engrenage de violence et ils comprennent pas. Hein. Ils sont vraiment à la masse, mais totale. C'est surprenant pour les deux. Mais bon. Mais ce qui compte là, c'est plus le propos que la continuité. Ouais. Et voilà, d'un coup, c'est vraiment un de mes épisodes favoris. Et puis, les interprétations. J'aime bien en plus cette capture là. J'ai pris la première qui venait, mais elle représente bien le tout. Et pourtant, c'est une des premières scènes de l'épisode. C'est quand les Klingons viennent de débarquer. Ça fait 5 minutes que l'épisode a commencé. C'est la première confrontation entre les deux. Et on voit réellement la colère qui anime Spock et Kirk. La méfiance, la colère. Et Kor qui jouit, qui s'amuse. Là, il a un petit sourire en coin, il est en train de rigoler à moitié. C'est vraiment chouette. Et les Organiens, qui sont là, tranquilles. Dès le début, ils auraient pu le dire dès le début. Non, mais c'est bon, calmez-vous, on est supérieur, on est omnipotent. En fait, il le dit quelque part à Kirk, mais il l'entend pas, Kirk. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que il y a vraiment ce problème de compréhension entre espèces, parce que Kirk, il est vraiment premier degré. Leur apparence, c'est des sauvages qui sont pas assez, pas assez développés, et ils restent là-dessus, quoi. Oui, mais oui, et puis de toute façon, en fait, ce que je viens de dire, c'est bête, parce que même si les Organiens avaient dit quoi que ce soit, la planète, c'est un point stratégique important pour les deux factions, l'Empire Klingon et la Fédération. Donc, quoi qu'il arrive, même si les Organiens veulent être neutres et ne pas se mouiller ou repousser tout le monde, ça marche pas, je pense que. Enfin bon, bref. Bon, ça finit bien quand même. Hein. Ouais. Alors, il y a un des dialogues que j'ai marqué sur mon blog que je voudrais lire parce que je le trouve très chouette et même un petit peu prévisionnel de la suite avec les Klingons. Enfin, c'est assez étonnant. Donc, c'est Kirk qui dit « On a le droit à la violence ». Et l'Organien lui rétorque « De faire la guerre, capitaine ? De tuer des millions d'innocentes populations ? De détruire la vie à l'échelle des planètes ? C'est ce que vous défendez ?» Alors Kirk, il se reprend un peu en mode personne ne veut la guerre, il y a des devoirs à remplir, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, et éventuellement, nous... Et donc les Organiens reprennent, éventuellement vous feriez la paix, mais seulement après que des millions de pauvres gens soient morts. En vérité, dans le futur, vous et les Klingons allez devenir des peuples amis et bâtir ensemble. C'est juste fou, là, que dans cet épisode, ils disent ça. Alors, je sais pas si à l'époque, ils avaient déjà réfléchi à l'avenir des Klingons, s'ils s'étaient déjà dit, bon, on va les faire finalement devenir amis. Mais c'est fou, quoi, en fait. J'en doute, mais oui. De toute façon, c'était dans la vision progressiste de toute l'équipe autour de Roddenberry. À terme, c'est la paix qui gagnera. Mais bien qu'il faille passer par partout. Mais ouais. Par contre, moi, ça me rappelle ce qu'on verra dans Star Trek 6, le film, quand Kirk dit « Let them die » et qui... Merde, j'ai dit une saloperie là. Et désolé, je suis très vulgaire ce soir, je dis beaucoup de gros mots. C'est pas grave, ça arrive. Allez, fort. Et ouais, mais c'est cool. La guerre, c'est mal, vous voyez. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cet épisode ? On passe à la suite, peut-être ? Non, je te suis. Ok. Donc, c'est au top franchise pour toi. Ouais, je crois que c'est vraiment mon favori. Parce que voilà, j'adore voir Kirk pédaler dans la semoule et être complètement à côté de la plaque. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Même si y a pas trop, il se passe rien dans l'espace. Oui. Peu de choses. Il y a Sulu qui est aux commandes de l'Enterprise. Oui. Ça, voilà, il est quand même aux commandes, ouais. Habituellement, c'est plutôt Scotty. Sulu vient après Scotty. Scotty devait être en vacances ou malade. Ou peut-être que c'était un choix tactique de Kirk, sachant qu'il y avait des Klingons qui valaient mieux que ce soit Sulu.
Et d'ailleurs, on en avait eu la preuve dans le passé que Scotty, en cas de baston, il n'est pas forcément super bon en gérance de l'Enterprise. Et il aurait tendance à perdre son calme face à... Donc c'est bien. C'est peut-être pour ça, ils ont dit, bon, t'étais pas doué la dernière fois, et hop, maintenant on met Sulu, c'est mieux. Parce qu'imagine, en même temps, tu t'arrives, t'es un Klingon, tu vois l'Enterprise, donc le flagship de Star Trek, et tu sais que c'est, comment il s'appelle, Scotty aux commandes. Qu'est-ce que tu fais? T'insultes l'Enterprise. Comme ça, il pète les plombs. Et voilà. Ah mais non, c'est bon, c'est fini. Bref. Ouais. Ok. Avec lequel tu veux enchaîner? Alors, avec Demain sera hier en français, donc Tomorrow is Yesterday. Yesterday. C'est le 21e épisode de la saison 1 d'après toujours l'ordre de diffusion. Parce qu'il y a 2 ordres pour regarder la série originale. L'ordre de production et l'ordre de diffusion. Et ça a été... Ah ben non, ce que je dis, c'est l'ordre de production en fait que je dis là. Le 21e produit. Et ça a été écrit par DC Fontana, qui est quand même l'une des meilleures scénaristes de Star Trek. Donc voilà, c'est aussi un petit plaisir. Alors, demain sera hier, donc je t'ai laissé prendre des photos là. Tu veux que je les affiche ou tu veux... vu qu'il y en a plein, tu peux en mettre une. Voilà. Allez, je les fais défiler le temps que tu... Ouais, super. Alors, demain sera hier, c'est une histoire de voyage dans le temps, et ça déjà, c'est un peu ma Madeleine de Proust, hein. Moi j'adore ça. Et une deuxième chose vraiment importante pour cet épisode, et là on le voit bien, c'est la remasterisation qui a fait des vues... Waouh. Je crois que c'est vraiment... serais super content, le vaisseau est tout petit. Enfin voilà, là c'est visuellement aussi les remasterisations de cet épisode, je pense que c'est une des meilleures de la série originale parce qu'ils ont fait des vues sublimes avec l'Enterprise dans l'atmosphère de la Terre, des vues aussi voilà, des vues spatiales. Ils ont fait vraiment des très très beaux plans. Et donc ouais. Et donc voilà, le côté time travel, donc l'histoire brièvement. C'est l'Enterprise qui, suite à... Alors, à l'époque, ils disent étoile noire, mais en fait, c'est un trou noir qui les envoie... L'étoile de la mort. Ouais, voilà. Pardon. Qui les envoie dans le passé de la Terre en 1900... Alors, je sais plus, j'ai un doute. 1960 et des brouettes. Et je vais te le dire, vas-y, continue. Ouais. Et en fait, une des choses aussi que je trouve géniale, c'est qu'il... au niveau du contexte, l'épisode est vachement visionnaire, puisque ça a été diffusé le 26 janvier 67. Oui, j'ai fait mes classes. J'ai fait des recherches. Ça a été diffusé donc en 67. Et l'épisode parle du premier voyage sur la Lune en 69. Donc, ils imaginaient que 2 ans plus tard, il y allait avoir le voyage sur la Lune. Il faut savoir que le programme Apollo, pour l'instant, c'est quand même un petit peu la galère. Ils étaient en train de préparer tout le côté technique de comment faire le voyage. Et le lendemain de la diffusion, il y a eu la catastrophe d'Apollo 1 qui a explosé, qui a pris feu, et tous les astronautes sont morts. Et en fait, ça a été aussi, au niveau du contexte, c'était un truc de fou. La NASA, à l'époque, elle estimait que on ne pourrait pas aller sur la Lune avant les années 70 et même bien après. Donc là, l'épisode, il a visé juste, il a dit en 69, et ben oui, en 69, on a posé le pied sur la Lune. Donc là, ils ont vraiment été très visionnaires aussi. On n'a pas la date exacte. Ils arrivent dans les années 60. D'accord. Mais en fait, à la radio, 69 peut-être, parce qu'à la radio, c'est à la radio ils entendent le premier voyage vers la Lune. Je sais plus laquelle date exactement. Donc... Eh bien, moi, c'est là où j'ai un doute. Pourquoi est-ce que tu aimes tant cet épisode, à part... Si c'est simplement parce que ça parle de voyage dans le temps, il y a d'autres épisodes qui parlent de voyage dans le temps. Et il y a d'autres épisodes avec un remaster notable.
Oui, c'est vrai. Mais ce que j'aime aussi, c'est au niveau du scénario, j'adore la confrontation en fait entre les humains de notre époque ou un peu avant, quoi, 20e, 21e siècle, avec le futur de Star Trek. Ça, j'adore. Ça, c'est pareil. C'est un truc que j'adore. Dans TNG aussi, il y a des épisodes chouettes aussi par rapport à ça. Moi, c'est avec des hommes de notre époque cryogénisés qui décryogénisent, c'est trop drôle, quoi. Bref. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette confrontation. Ici, on voit la méfiance et en même temps la curiosité des humains qui se disent « Ouais, le futur, ça a l'air chouette ». Et puis le côté, évidemment, l'Enterprise s'est pris pour un ovni. Donc, il y a aussi un côté humoristique dans cet épisode que j'aime bien. C'est « Wow, on a vu une soucoupe volante ». Par exemple, lorsque il y a un pilote d'avion de chasse qui découvre l'Enterprise, et donc il est téléporté à bord pour éviter parce que son avion allait être détruit. Et en fait, donc il s'appelle Christopher, et lorsqu'il débarque à bord et qu'il rencontre Spock, c'est très drôle, parce qu'il est en train de dire « J'ai jamais cru aux histoires de petits hommes verts ». Et donc il débarque, il voit Spock, et Spock lui dit « Moi non plus ». Enfin voilà, c'est des petits détails aussi comme ça que je trouve très drôles. Après, ils vont retéléporter aussi un autre gars qui, lui, pour le coup, est en mode tellement tétanique. Il bouge pas, il dit rien, en mode waouh, on m'a téléporté, Oui, ok. le policier, enfin, c'est pas un Qui policier, a eu mais un presque. béret, là, voilà. Ouais. Donc, enfin, voilà, il y a un aspect humoristique aussi qui est fun. Et puis, c'est peut-être un des premiers épisodes de science-fiction qui évoque les intrigues liées justement au casse-tête du voyage dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut interagir ou pas? Mais on risque de changer le passé. Et donc, en fait, l'intrigue de l'épisode se déroule autour de ça et on va récupérer nos objets et nos photos et nos vidéos, nos preuves de notre existence. Il y a aussi par rapport à Christopher le pilote, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il en sait trop. Ouais, mais de toute façon, il n'a pas d'interaction. Son avenir aura aucun impact, on s'en fout. Puis après, finalement, si. T'imagines, Ouais, t'apprends ouais. ça. Non, mais voilà, c'est ça aussi que j'aime bien dans cet épisode. Et c'est un truc qu'on reverra un petit peu plus tard dans la récupération d'objets dans Star Trek Enterprise. Et je sais plus le coup du t'es pas intéressant pour le futur, et après finalement si. Je crois qu'il y a aussi un autre épisode de Star Trek dans le même genre. Je me rappelle plus. Mais enfin voilà. Moi, Mais j'adore voilà. cet épisode pour ça, pour nous avoir donné le même avant le même. Donc le C'est fameux, vrai. pour les personnes qui nous écoutent en podcast, tout à l'heure d'ailleurs on a décrit des images, mais bon bref, à un moment Christopher, le pilote, est sur le vaisseau, sur l'Enterprise, et une femme passe et il se retourne sur son chemin. Alors il la regarde pas tant parce qu'elle est belle, mais aussi parce que surtout c'est des extraterrestres pour lui, donc qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une femme à bord d'un vaisseau qui paraît militaire, donc je pense qu'il y a plein de questions. C'est plus du questionnement qu'une attirance réelle. Et il y a Kirk derrière en train de lui dire viens avec moi. Et donc ça rappelle totalement le fameux mème avec C'est vrai. le mec qui se retourne sur une fille qu'il trouve jolie et sa copine pardon, qui est outrée. Bref, et ça me fait marrer parce que Star Trek l'a fait avant, et ça je trouve ça très cool. Star Trek fait tout avant, c'est normal. Et oui. Et en fait, il me semble que juste après, il dit ah bon, il y a des femmes à bord. Enfin, façon de dire waouh, vous avez mis des femmes dans votre cool, vaisseau. Et voilà, ça c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est le regard et la différence entre l'ancienne époque, enfin nous entre guillemets, un peu avant, et l'époque de Kirk. Je trouve ça assez chouette. Et qui peut avoir un propos méta aussi, puisque les producteurs de la série à la base n'étaient pas trop chauds pour c'est ça. Pour les femmes, quoi. Bah oui, les années 60. Donc voilà, enfin moi c'est un épisode qui me fait rigoler, et qui a pas de temps mort aussi trop, donc je trouve que voilà, il se passe bien.
Alors, hop, on va remettre les jolies images. Ok. Parce que moi, c'est un épisode quand je me fais des intégrales, quand je tombe dessus, je suis content, mais c'est pas. Tu vois, je suis là, bon, c'est bien. C'est cool. Mais par contre, c'est vrai que là, l'introduction avec le vaisseau, pas le vaisseau, l'avion L'avion de chasseur chasse. qui va super vite, mais qui n'arrive pas à rattraper l'Enterprise et qui est là, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et il se fait téléporter et tout. Il y a un côté pression-tension qui est assez bienvenu, qui sera repris dans Enterprise. Et non, ça, c'était pas le. Hop. Et voilà. Donc, ok. Très cool. Le suivant. Alors, 3e épisode. On peut parler de Un tour à Babel, qui est quand même assez célèbre parce qu'il vient mettre en place la fédération, etc. Vraiment. Ah, il met beaucoup de choses en place. Ça. Ouais. Aussi écrit par DC Fontana. Donc, Journey to Babel en anglais. C'est le 15e épisode de la saison 2, d'après Production, toujours. Et ce qui est assez surprenant, en fait, parce que... je sais pas si tu te souviens de ton premier run de la série originale, mais t'as l'impression de quand tu bon, on parle de saison à l'époque, c'était vraiment des séries qui étaient pas du tout, il y avait pas de suivi, mais c'était, j'ai perdu le mot, comment ça s'appelle? Flûte, bon, ça me reviendra plus tard. Mais quand tu as fini la première saison, tu sais ce que c'est la fédération, tu sais ce que ça représente, et tu te dis pas, tu te poses pas de questions sur qui sont les parents de Spock, par exemple. Et quand il arrive cet épisode Babel, tu te dis ah punaise, ouais, en fait non, si. Je savais rien de la fédération. J'ai besoin de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour négocier, faire parler les peuples entre eux. J'ai besoin de savoir qu'il y a des... Sarek, c'est quoi son titre? Il est... ambassadeur. J'ai besoin de savoir qu'il y a des ambassadeurs. Ben oui, c'est logique. Et du coup, c'est vachement intéressant. Et c'est un épisode qui, quand il arrive, tu prends une vague d'informations dans le visage. Et en plus, ils arrivent à te mener ça avec c'est un thriller. Oui, c'est ça qui est chouette. C'est un des premiers épisodes diplomatiques de Star Trek. Vraiment, c'est la diplomatie qui est à l'honneur, avec les uniformes de cérémonie, avec les ambassadeurs, les rencontres, etc. Qui montre d'ailleurs l'esprit Star Trek, quoi. C'est un esprit de paix et de tolérance, de discussion. C'est pas un esprit bagarreur de base. Donc ça, c'est super important. Et en effet, ils ont aussi fait avec cet épisode quelque chose qui se regarde très bien parce qu'il n'y a pas de temps mort en fait. Alors j'ai noté, il y a quand même un vaisseau inconnu, un meurtre, une agression, un personnage principal qui est au point de mourir presque. Bref, ça fait quand même énormément de choses dans un seul épisode. Voilà, on n'a pas le temps de... Plein de nouvelles espèces aussi. Voilà, on c'est ça. Plein de trucs à l'écran, c'est-à-dire que là, toi et moi, on a mentionné avant d'enregistrer les Andoriens, donc ce que vous voyez à l'écran, et les Tellarites, mais il y a aussi cette espèce de tout petits hommes dorés très étranges. On voit la nourriture qu'ils mangent, parce que jusqu'à présent, en fait, dans Star Trek, on n'avait pas vu ce qu'ils mangeaient à bord de l'Enterprise. Les cubes de couleurs. Des cubes. Des chamallows de plein de couleurs. Des formes de couleurs, ouais. Et bon, bref, c'est un épisode, et voilà. D'ailleurs, juste petite anecdote là par rapport à la nourriture, ça me fait penser à un épisode de Stargate où justement ils se moquent de ça et disent bon, on veut des fruits exotiques, mais en fait ils peignent une pomme pour faire un fruit exotique. Ils la peignent en je sais plus quelle couleur. Et c'est un épisode où justement ils jouent sur le côté méta. C'est sur la production d'une série qui voilà. Et en fait, pour moi, là, ça m'y refait penser parce que c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression. Ils ont pris des morceaux de je sais pas trop quoi d'ailleurs. Enfin, on reconnaît un peu des pommes, mais bon, il y a des morceaux de je sais pas quoi. Et ils les ont mis des coups de peinture dessus, quoi. c'est quand même trop drôle. Voyons si. Oui, je l'ai, la nourriture. Alors attendez, je vais essayer d'afficher l'image. Ah, je peux pas. Et ça me fait penser aussi, toujours dans Stargate, ce que mangent les Asgard.
c'est pareil. Les Asgard mangent des petits cubes de couleur. Donc, il y a peut-être une référence là. Écoute, c'est bizarre, mais ça marche. Voyons si ça fonctionne, si je fais... Pendant que tu cherches, je vais quand même un petit peu parler du contexte. Oui. Donc, cet épisode Context charnière... is for the king. Pardon. L'épisode charnière dans Star Trek, parce qu'il présente, donc on a dit, la fédération, les différents peuples, ses problèmes, etc. Qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est une rencontre diplomatique. Et il y a une planète qui est en jeu, je ne sais plus exactement quoi, parce que c'est un petit détail. Ah, voilà, t'as trouvé la nourriture. C'est quand même énorme ce qu'ils ont fait. C'est pas très appétissant, je trouve. Ah, ton micro est coupé. Forcément, si je ne le réactive pas. Je disais, ça donne plus envie si tu te dis ce sont des loukoums colorés. Ouf, ouais. Non, ça donne plus envie. Tu te dis, la dose de on a colorant trempé ça. là-dedans. Non, mais c'est des colorants naturels. C'est de la pectine de pomme et de On la va dire cerise. Donc dans cet épisode, on découvre aussi les parents de Spock, puisque il y a, ouais, voilà, les voilà, parfait. Nous avons l'ambassadeur Sarek, donc qui représente les Vulcains, qui vient à la Fédération avec sa femme Amanda, et Kirk est très surpris de découvrir que, en fait, c'est les parents de Spock, parce qu'ils agissent pas du tout comme des parents. En gros, Spock, il est ghosté à fond. C'est même pas. Si des fois, bon, il le considère un peu comme il y a quelqu'un qui est là, mais c'est à peu près tout. Sarek le considère dans son poste, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, mais pas filialement. Mais même Amanda, elle y va un peu, mais pas tant que ça. Disons que quand elle veut essayer de parler à Spock, il y a son mari qui lui dit venez ma femme. Bon bref, genre voilà. Non, il essaye pas. C'est quand même Sarek qui fait en sorte que non, on ne parle pas à mon fils. Et on apprend un peu plus tard que c'est tout simplement parce que Sarek en veut à Spock, enfin façon Vulcain, mais il lui en veut d'avoir rejoint Starfleet. Et ils se parlent plus depuis, et ça aura quand même un impact et des conséquences qu'on retrouvera dans d'autres séries plus tard, dans TNG, etc. Donc c'est quand même un contexte qu'ils ont mis en place dans cet épisode qui aura des répercussions très très loin. Ouais. Qui amènera. Autant pour les parents. Non, mais c'est ça, et qu'on mentionne dans la série animée. Bon, désolé, t'étais pas là, mais on l'a mentionné, et qui reviendra, même J.J. Abrams s'en souvient, c'est dire, quoi. Tellement ça a structuré le reste de la série. Ouais, ça a structuré le personnage et les Vulcains, en fait, beaucoup. D'ailleurs, petite anecdote que je trouve... parce que... Récemment, j'ai quand même regardé Strange New World, donc c'est une des dernières séries Star Trek avec Pike. Et dans cette série... aujourd'hui est sorti le trailer de la saison 3. Ah, j'ai pas vu. Et dans cette série, les Vulcains sont traités en mode très humain. Voilà, ils peuvent avoir des relations très charnelles sans problème. Et ma mère m'a dit, mais en fait, comment ils font d'habitude les Vulcains? Enfin, je me rappelle pas dans les anciens Star Trek comment on les voyait ensemble en couple. Et je vais citer notamment cet épisode-là. Voilà. C'est comme ça, leur affection, juste, c'est on se touche les doigts, c'est tout. C'est même pas des bisous, c'est rien. Donc autant dire que les séries récentes de J.J. Abrams et Co et la suite, et Strange New World notamment, moi j'ai été très choquée parce que voilà, on en est très loin. C'est ultra charnel. C'est vas-y, on peut même faire crac en dehors du porn phare. C'est pareil, ça c'est un truc. Alors c'est pas contre le canon, parce qu'on n'avait pas mentionné le porn phare, c'est un besoin, c'est un... Tu crois qu'ils font pas crac en dehors? Il y a aucune mention dans le canon qui dit qu'ils ne le font pas en dehors. Ils ont pas l'air. Mais on sait pas. Mais
c'est vrai que c'est surprenant de les. Ils sont traités comme des humains. Alors Oui. que, enfin, franchement, dans le troisième film, à la recherche de Spock, la scène du bonphare, enfin, t'as pas besoin de sexe. C'est C'est une des scènes les plus romantiques. Un peu étrange parce que ça reste un ado, très jeune garçon. Mais enfin, voilà, quoi. C'est un peu de retenue, un peu de classe. Bref. ça va avec les Vulcains qui sont voilà parfaitement logiques et entre guillemets froids, enfin dans le sens où voilà c'est l'inverse du côté émotionnel humain. Donc c'est logique aussi de voilà ils ont une relation très forte. Ils disent comment c'est quoi leur phrase que c'est leur deuxième partie d'eux. Enfin je sais plus, il y a une Le jolie soleil se phrase. lève et se couche avec eux. Non, ça c'est Val qui meurt dans la hit, Val. Parce que voilà, tout. Aujourd'hui, on a eu la saison 3 de Strange New World, mais on a aussi appris le décès de Val qui meurt. Désolé. Ah d'accord. Ça me fait mal au cœur. Désolé. Excuse-moi. Enfin bref, là, de toute façon, on a été un peu loin. Pour revenir à l'épisode, voilà, il y a donc du côté des parents de Spock. C'est vraiment très chouette de voir leurs interactions. Et aussi les ambassadeurs, donc le Tellarite Gav et l'Andorien Shras. Et là, c'est pareil, il y a une mise en place de ces cultures-là, en fait, qu'on retrouve et qui est très très bien respectée dans Star Trek Enterprise, à savoir que les Tellarites ont un côté très agressif, mais en fait, ils en jouent, c'est pour eux, parler, c'est une joute verbale, c'est pas quelque chose où on doit être poli, on doit être sage, etc. Non, non. Pour eux, c'est un peu comme un combat verbal. Et les Andoriens, qui, eux, sont très intelligents, observateurs et émotifs aussi. Je sais plus comment il dit exactement, mais l'ambassadeur dit qu'ils sont passionnés. Tu te rappelles? Non. Non, pas du tout, je sais pas. Mais ça doit être quelque chose comme ça. Enfin voilà, que dans le coup, ça pouvait pas être responsable parce que justement, ils étaient trop passionnés et ça pouvait pas être eux qui ont tué... Bah non, je dis n'importe quoi, c'est l'Andorien qui est mort. Enfin bref, je sais plus pourquoi il parle de ça, mais il le dit très bien. C'est un peu plus loin dans l'épisode. Enfin voilà, il y a, on voit le côté diplomatie, le côté ruse, le côté discussion entre les ambassadeurs. Et j'aime aussi beaucoup le dilemme final de Spock, parce que en fait, c'est un épisode où Spock se retrouve prisonnier entre son devoir pour le vaisseau et son obligation filiale. Et en fait, Spock, en bon vulcain qu'il est, il n'y a que le vaisseau et l'impact aussi, c'est-à-dire voilà, le besoin de préserver la paix, etc. C'est la priorité pour lui. Donc le fait que son père ait des problèmes de santé, ça passe largement derrière, quoi. C'est voilà, ah bon, il a des problèmes de santé, on s'en fout un peu, quoi. Il a vécu. Donc oui, il y a un côté aussi acceptation très vulcaine. Bah oui, il a des problèmes, bah c'est normal, quoi. C'est l'âge. Ce qui est d'ailleurs, en fait, est contredit dans TNG, parce que dans TNG, on se rend compte que les Vulcains peuvent vivre extrêmement longtemps. Oui, tout à fait. Enfin, extrêmement par rapport aux humains. Mais du coup, en fait, non, il n'était pas si vieux que ça. C'est ça. Et puis, dans le coup, j'aime la beauté du geste que Kirk a à ce moment-là, parce que pour sortir son ami de la passe, il va faire semblant d'aller mieux pour justement lui permettre d'aller soigner son père, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial aussi, parce que Spock, en bon vulcain qu'il est, même si sa mère vient lui parler, le gifler pour lui dire oh, tu te secoues un peu maintenant, ça suffit. En fait, bah non, c'est son devoir avant tout. Donc là, Kirk, il vient vraiment le sauver de cette situation impossible. Donc j'aime bien ça aussi dans cet épisode. Voilà. Kirk et Spock pour la vie. Ok. Ouais, moi, Babel, j'aime bien. Et puis, le nom est quand même assez significatif. Hein, oui. Bon, c'est une référence chrétienne, mais voilà, le besoin de se comprendre malgré les barrières
culturel. C'est ça. La nécessité, plus que le besoin. Ok. Et ensuite? Alors, 4e épisode. Galilée ne répond plus. Donc, The Galileo 7 en anglais. 13e épisode de la saison 1. Écrit par Olivier Crawford. Alors, cet épisode-là, c'est un épisode classique dans le sens le Galilée, donc avec Spock et les hommes qu'on voit là, il y a Scotty, etc., qui se retrouvent coincés sur une planète, attaqués par des géants. Voilà, bon, on est dans du TOS classique pour le côté monde étrange, avec des créatures et qui sont plutôt menaçantes. Et pourquoi je l'aime bien cet épisode, c'est grâce à Spock, parce qu'en fait c'est un épisode qui est centré sur Spock. C'est son premier commandement en tant que Spock. Et d'ailleurs il me semble qu'il a toujours. Est-ce qu'il est lieutenant ou lieutenant-commandeur Spock à l'époque? Alors là, ça je sais pas. Alors je vois qu'il a deux trucs sur l'uniforme, donc normalement c'est lieutenant-commandeur. Ouais, c'est ça. En fait on voit avec l'uniforme là. C'est la bonne capture. Hein. Avec les broderies. Ouais, avec les broderies du bout de la manche. Il en a 2 pleines, donc il en a 2 pleines Spock, donc c'est lieutenant-commandeur. Commandeur, je sais pas pourquoi je peux pas zoomer dessus. Bon. Alors que là, devant, on a McCoy qui, lui, en a 1,5 parce qu'il est lieutenant tout court. Ou... Ah non, c'est lieutenant, 1,5 c'est lieutenant-commandeur, donc Spock, il est commandeur. Voilà, c'est ça. Ok. Et on voit qu'on est dans la saison 1 parce que Kirk n'est pas avec eux. Tout au long de la saison 1, c'est souvent un ou deux des 3 personnages principaux qui est mis en avant. Et donc ça peut arriver que Kirk ne fasse pas partie de l'équipe d'exploration, soit un peu en retrait. Et en fait, c'est un rappel qu'il faut faire de temps en temps, c'est que vu que les audiences augmentaient lorsque les 3 personnages étaient à l'écran, à partir de la saison 2, les 3 personnages seront toujours au centre de l'action. Mais c'était une des forces pourtant c'est une des forces de la saison 1, hein, d'avoir de ne pas toujours avoir ce trio, d'être un peu plus centré sur les personnages. Et donc, alors j'ai noté quoi? Alors, le premier commandement de Spock, ce qui est marrant, c'est de voir sa logique qui est appliquée à la survie. Il y a des humains qui, pour le coup, sont très réfractaires et qui comprennent pas, en fait, Spock. On est vraiment dans un raisonnement de Spock qui le place comme un étranger, comme un extraterrestre. C'est peut-être un des épisodes où on sent le plus cette différence culturelle, en fait. Et que, non, c'est pas un humain, enfin, c'est un demi-humain. Mais il a vraiment une façon de penser qui est vulcaine de base. Donc, par exemple, il va faire un calcul qui va beaucoup choquer ses copains pour que la navette puisse redécoller, le poids de charge, donc qui est trop lourd. Ça fait 3 hommes. Il peut décoller avec seulement 3 hommes d'équipage, donc il veut laisser des gens. Il veut laisser des gens sur place. Et ça, les autres, ils sont atterrés, ils comprennent pas, ils disent mais comment tu peux faire ce calcul-là, quoi. Voilà, c'est un calcul purement logique et Spock en plus dit bien oui, mais on n'a pas d'équipement trop qu'on peut enlever, par exemple. On n'a pas le choix, quoi. Donc quand il fait ce calcul en début d'épisode, on sait déjà qu'il va y avoir des red shirts qui vont se faire avoir, c'est obligé. Là, on se dit bon, il y a du poids à enlever. Voilà, là je crois qu'on a à peu près tout l'équipage, ouais. Pardon, je disais, il en manque un juste, mais c'est pas grave. On a Scotty et Bones. Et le docteur... Non, c'est pas le docteur, lui. Ah mince, j'ai fait une... Je me suis planté de personnage. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et donc voilà, c'est vraiment... D'ailleurs, McCoy qui comprend rien au comportement de Spock, à un moment, il dit « Il n'y a rien à piger à son comportement. » J'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment comment survivre dans ces conditions quand le commandant est super logique, d'accord, mais il a aucune humanité pour le coup. Donc par exemple, il y en a un qui se fait tuer, et ses copains disent on va l'enterrer, c'est normal.
Et Spock, il voit pas l'intérêt, quoi. Quel intérêt d'aller enterrer quelqu'un alors que là, dans leur survie, c'est pas le moment, quoi. Ils ont d'autres chats à fouetter. Donc, c'est assez sympa, en fait, de voir les réactions des uns et des autres. Il y a aussi un bon suspense dans cet épisode, parce que, déjà, il y a leur survie face aux géants et dans l'espace, il y a l'Enterprise qui peut pas s'éterniser en orbite. Ils doivent livrer des médicaments et le résultat, c'est que ils sont pressés par le temps pour retrouver les survivants. Et ça aussi, j'aime bien le côté entre guillemets réaliste de cet épisode, parce que c'est pas on a des survivants à retrouver, on scanne la planète et ça y est, hop, on les a. C'est non, il y a des heures qui passent, il y a justement, ils le disent eux-mêmes, ils peuvent pas scanner toute la planète en une fois, comme plus tard dans TNG. Là, il faut qu'une navette fasse plusieurs tours en orbite, donc c'est super long. C'est vraiment un coup de poker. Il faut savoir où on vise. Voilà. Et d'ailleurs, ils échouent à les retrouver, quoi. C'est ça que je trouve assez chouette dans cet épisode aussi, c'est le fait que l'Enterprise, malgré toute sa technologie, il y a un moment, la planète est immense et voilà, il n'y a pas de miracle non plus, forcément, à chaque. Et donc, ce côté réalisme et le fait que c'est aux survivants de montrer qu'ils sont là et que il faut que c'est à eux de s'en sortir et d'envoyer un signal de détresse, ça met de la tension, ça rend l'épisode aussi plus intéressant, quoi. Et qui servira d'inspiration assez forte pour un épisode de Battlestar Galactica. En tout début de saison 1, genre 3e ou 4e épisode, avec Starbuck qui s'écrase sur une lune et qui se retrouve seule, elle est toute seule sur la lune et le Battlestar ne sait pas où chercher pour la retrouver. Voilà. Et en fait, c'est Ronald D. Moore qui aimait beaucoup Star Trek, qui l'a utilisé comme inspiration. Ok. Ouais, mais c'est un très chouette épisode. C'est un des... pareil pour moi, c'est un des épisodes majeurs. Alors, il n'y a pas de grande réflexion philosophique, à part, ce que veut la logique, et parfois il faut faire fi de ses sentiments. Bon. Voilà, mais Spock aussi apprend à être un peu plus humain et à présenter ses théories et ses choses plutôt que de simplement foncer. Donc voilà, mais par contre du fonctionnement de l'équipage, de comment fonctionnent les êtres humains, parce que les quatre officiers survivants, c'est pas des fous, c'est pas des idiots. C'est logique qu'ils sont en panique et en révolution contre Spock là, à ce moment-là, en révolte contre Spock. Donc voilà. Oui, d'autant que les actions de Spock, en fait, ont des conséquences complètement illogiques. Alors Spock, il est un peu dépassé. Il pensait faire peur aux géants et en fait, c'est pire. Et en discutant avec les autres, il comprend son erreur. En fait, il comprend que le problème, c'est qu'il a imaginé que les géants allaient réagir de manière logique et rationnelle, alors qu'en fait, les géants réagissent de manière émotionnelle. Donc ça, c'est un truc aussi auquel il n'a pas pensé. Voilà, il y a un petit peu de mal. Donc tout le monde n'est pas Vulcain. Voilà, c'est ça. Donc, je pense, c'est vrai, tu as raison, c'est un épisode où Spock, il va comprendre des choses et quand même évoluer dans sa façon d'être avec les gens, quoi. De mieux expliquer son raisonnement logique, déjà, oui. Et puis, et puis de savoir des fois un petit peu plus écouter aussi son intuition, comme à la fin. Parce qu'en fait, il enflamme le plasma de manière illogique, donc tout le monde est choqué en mode « Quoi ? T'as enflammé le plasma ?» Et d'ailleurs, on voit que Spock, il est presque choqué de son propre acte, quoi. Il se dit en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, non, c'était assez c'est vraiment un épisode chouette pour Spock et les interactions des uns et des autres. Ouais. Et avec les red shirts aussi qui sont un peu en mode panique, en mode punaise, on n'a pas envie de se faire tuer. C'est quoi ce commandant, au secours?
Les pauvres, il faudrait peut-être que je leur rende hommage en les mettant en photo, mais... Bah, je crois déjà, tu as le gars derrière, là, à côté de McCoy. Il me Ouais, semble mais qu'il ça, y a... c'est Boma. Boma, il survit. Ah, il survit. Ouais, c'est... hop. Ah, ça y est. Bon, là, la photo va pas être belle, mais au moins, elle rendra hommage aux deux red shirts, qui ne sont pas des red shirts, d'ailleurs. Oui. On supprime ça. Excusez-moi, juste 30 secondes. Ça arrive. Hop. Pas de problème. Ça caille bon. D'ailleurs, la fille, elle est là pour montrer qu'il y a une fille en exploration, mais je crois que son rôle est très très limité. Hein. Voilà. Lui et lui derrière. Eh oui, t'as raison. Ils sont en t-shirt jaune. Qui sont des yellow shirts, mais qui meurent pas. Et voilà. Donc voilà, c'était les 4 épisodes qui font vraiment partie de ma liste des favoris. Et après... Donc, on rappelle, Journée to Babel, pas du tout dans l'ordre, Galileo 7, Errands of Mercy. Et Demain sera hier que tu n'aimes pas. Et oui. Qui s'appelle comment Yesterday. Moi, il est anglais, alors... Tomorrow is yesterday. Voilà. Là, pour le coup, la traduction est littérale. Demain et hier. Ouais. Voilà. Et du coup, tu m'as dit, il y a quand même des mentions spéciales. Oui, je vais faire des mentions spéciales. C'est logique. Et là, tu vas nous sortir les 24 autres épisodes de la saison 1. Et je ne pourrais pas te contredire. Je suis d'accord. Alors, si on essaye un petit peu de les situer, franchement, dans ma shortlist, là, donc on en a limité à 4, mais sinon, j'aurais rajouté Le Retour des Archons, que j'adore. Je l'ai revu tout à l'heure. D'accord. Et franchement, c'est un épisode que j'aime beaucoup. C'est la première fois qu'est mentionnée la première directive. Donc vraiment, TOS met en place tout, c'est un truc de fou. Avec une dictature originale, façon Le Meilleur des Mondes, où tous les gens sont shootés. Donc on voit aussi Sulu et McCoy shootés, donc c'est assez drôle. Et puis sur la Landru. Enfin bon, voilà, c'est un épisode qui se regarde bien, que j'aime beaucoup. Ouais. Ensuite, nous avons... Ouais, il me fait marrer. Il commence avec l'heure rouge, hein, celui-là. C'est bien celui-là. Avec tout le monde qui se bastonne dans la ville. Avec, ah oui. façon, le festival. Oui, ça. Ils appellent ça le festival. Le festival. Et oui, en VO, c'est Red Hour. C'est le fameux... comment ça s'appelle? American Nightmare. La purge. Bref, ça me fait triper. Quand je vois ça, c'est un concept très américain. Ça, bon, voilà. En fait, pas tant que ça. Parce que pour moi, c'est aussi le principe du carnaval qui est repris là. À la base, le carnaval, c'est de pouvoir incarner n'importe quel rôle, de pouvoir sortir de son rôle social habituel et de se permettre de faire tout ce qu'on veut. Justement pour relâcher la pression sociale. Et en fait, là, leur festival, le but, c'est de relâcher la pression sociale. Après, il peut être tout doux, tout mouton, tout le temps. Mais pendant quelques heures, voilà, il pète un câble. Ouais, donc, mais c'est marrant. Ça me fait marrer. Mais voilà, c'est un épisode que voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons, évidemment, Contretemps, alors en anglais, The City of the Edge of Forever. Quel épisode? Que tu aimes beaucoup. Ouais. Je te laisse un peu beaucoup, je ne l'ai pas revu, donc vas-y, je t'en prie. Non, mais il est beau parce qu'il est poétique, parce que il y a l'histoire de voyage dans le temps qui est vraiment poussée jusqu'au bout. C'est à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Maintenant, est-ce qu'on la laisse mourir? Est-ce qu'on l'empêche de mourir? Enfin, c'est une terreur. Et puis le truc, c'est que tu le sais en fait qu'il la sauvera pas. Enfin, il faut arrêter de se faire des rêves comme ça, comme quoi il va la sauver, peut-être qu'il va trouver un moyen. Non, tu le sais qu'il la sauvera pas. Et pourtant, quand il se retourne et qu'il se crispe comme ça,
tu te crispes toi aussi dans ton canapé. Mais pour le coup, c'est quand même un épisode très peu Star Trek. Enfin, il y a pas on n'est pas dans les étoiles, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a rien du tout. Il y a juste McCoy qui fait n'importe quoi, qui fait super flipper pour le coup. Il est très angoissant. En mode Ils zombie. l'ont maquillé là, tout. C'est affreux. Une bouteille de lait qui casse et tout. Et non, c'est cool, moi j'aime bien. Bon, voilà. Et puis la période de la Grande Dépression américaine, c'est assez cinématographique. J'aime bien. Voilà. Non, mais c'est vrai que cet épisode, il a été fait presque un peu comme je trouve. Enfin, dans l'ancienne série, il dénote. Et d'ailleurs, parce que c'est une adaptation, c'est un scénario qui a été acheté, qui n'avait rien à voir avec Star Trek à la base. C'est pour ça, c'est une adaptation. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a un côté traité comme un film et plus dans l'émotion. On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans les questionnements de SF, à part le voyage dans le temps, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus dans le rapport entre les gens. Je l'aime bien celle-là, comment faire? Voilà. Donc oui, ça fait partie des bels épisodes, c'est vrai. Après, j'ai noté Mirror Mirror, parce que c'est le premier épisode avec l'univers miroir. Spock et sa barbichette, quand même, hein, voilà, ça, c'est quand même des grands moments. Et qui est logique dans la méchanceté, et je trouve ça très cool, parce qu'en fait, il joue de la même manière, concrètement. On a beau, c'est nous qui nous faisons des films, en fait, et c'est le même personnage. C'est juste que c'est logique que tu souffres, et c'est bien, c'est tout. Et là, c'est pareil, il y a un concept qui a quand même été posé et qui a fait beaucoup d'épisodes de Star Trek derrière. Donc, c'est assez chouette. Voilà. Non, et puis c'était cool. Moi, j'aime bien. Pareil, ça redonne la part belle à Nichelle Nichols, qui, pour le coup, a beaucoup d'importance dans cet épisode et elle est chouette, quoi. Elle est vraiment cool. Et voilà. Il y a juste Kirk. Moi, je trouve le Kirk miroir trop en surjeu, trop bête. Méchant pour être méchant. Ouais, c'est bizarre. Il se fait griller, mais direct dès qu'il arrive sur l'univers Prime. Et c'est surprenant, je trouve, parce qu'on en avait parlé il y a très longtemps avec Thierry, et on avait dit qu'on trouvait ça cool parce que l'univers Prime est tellement dans le care, dans le soin des autres, que immédiatement ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec Kirk qui n'agit pas normalement. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va pas bien, machin? Et ils se rendent compte qu'en fait c'est un imposteur. Donc ça me paraît logique. Mais enfin merde, c'est un capitaine de l'univers miroir, c'est-à-dire qu'il a tué combien de personnes et il a filouté combien d'années pour arriver là où il en est, et il n'a pas eu la capacité d'adaptation immédiate. Ça me surprend. Bref, ce sera mieux fait dans Deep Space Nine. Non, dans Enterprise. Il y en a dans DS9, il y en a dans Enterprise. Oui, mais dans Deep Space Nine, c'est encore plus grand guignolesque. C'est-à-dire que les méchants, ils sont complètement pétés du bulbe. Que dans Enterprise, un peu plus... Après, c'est O'Brien, l'O'Brien miroir, qui, me semble-t-il, a un rôle intéressant parce que justement, il n'est pas aussi dans l'exagération et le délire, quoi. Parce que le O'Brien Prime est complètement pété. Je suis désolé. D'accord. Il est particulier. Il a une forme de radicalité, une forme de violence en lui qui me fait me dire que le O'Brien de l'univers miroir, c'est normal qu'il soit plus réfléchi, plus... je vais me faire haïr dans les commentaires, désolé. Donc, miroir, ouais. Cool épisode. Et puis, c'est l'occasion aussi voilà, c'est la création de... On a un concept, on le modifie un petit peu. Tu vois, les uniformes sont différents, le décor est légèrement différent. Voilà, c'est cool, c'est très cool. Ça brise la monotonie. Et quoi d'autre? Et enfin... Pas de problème.
Et ma dernière mention Last spéciale, not least. alors je suis pas sûre que là pour le coup tu sois d'accord avec moi, on va voir. C'est une partie de campagne. Ah Parce non, que voilà, je le sentais. Charlie, Et ben moi il est j'aime fun, bien cet il est épisode. divertissant. Voilà, il est Ok. très divertissant parce que c'est le côté complètement loufoque de ouais, il y a Alice au pays des merveilles et le lapin qui débarque comme ça dans un épisode de Star Trek. Enfin voilà, moi j'aime le côté complètement délirant de cet épisode de ce qu'ils imaginent prend vie et voilà, c'est complètement ouf. De ce que j'ai cru comprendre, il y a un des futurs épisodes de TAS qu'on va voir ensemble qui revient sur cette planète. Donc j'ai un peu hâte. J'ai un peu hâte de savoir ce qu'ils vont en raconter. Mais je sais pas, moi j'aime. Hein? Limite, il est mieux l'épisode de TS que celui-là. Parce qu'ils savent où ils vont en fait. Bref. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est le côté SF de voilà, un monde où nos désirs peuvent prendre réalité. Je trouve que ça laisse rêveur aussi. Est-ce que d'ailleurs celui qui gère la planète le dit à un moment, il dit vous pouvez venir y vivre ce que vous voulez, donc ça peut être de la guerre, ça peut être de la violence, comme au contraire des histoires d'amour, des choses des choses comme on veut. Et la possibilité derrière est juste tellement énorme que ça, je sais pas, ça laisse rêveur. Ouais. Ça aussi, ça me laisse rêveur de voir le torse de Kirk effectivement, il déchire sa de chemise, son ça t-shirt c'est. déchiré. Ouais. D'ailleurs, il est quand même très doué parce qu'il arrive toujours à déchirer sa chemise, mais pas son col. Là, le col, il est nickel. Je suis sûr qu'il y a une logique. Mais, ouais. Spock sera d'accord avec toi. Oui. Mais il l'aurait trouvé, c'est sûrement dans les... Bon, bref, dans les matières premières utilisées. Je ne sais pas. Ok. Non, Shore Leave, je ne suis pas d'accord. C'est un épisode très divertissant, hein, très rigolo. Moi aussi, hein, quand je suis dessus, je fais « Ah, c'est celui-là ». Bon. Je le regarde. Je détourne un peu les yeux quand le lapin arrive, mais... Non, mais et puis j'aime bien les musiques de cet épisode aussi. Fut un temps, j'avais gardé l'OST de cet épisode en fait un peu en boucle. C'est une bande son aussi assez légère, assez sympathique, assez marrante. Ouais. Ok. Bon, c'est très bien. C'est surprenant de finir là-dessus. Ok, merci beaucoup. On aurait pu mentionner... Non, mais oui, on aurait pu tous les mentionner. En fait. Il y en a plein, hein. Évidemment. Question, parce que du coup, ça c'est quelque chose que j'ai dit à de très nombreuses reprises, parce que ça fait quand même longtemps que je fais ce podcast. Moi, j'aime beaucoup les 3 épisodes de démarrage de la série. Dans l'ordre de diffusion. Dans l'ordre de diffusion, c'est le monstre à valeur de sel. J'ai oublié son nom. Je sais pas pourquoi. Ah, moi, je l'aime pas. Alors, voilà, attends. Ils étaient des millions, je crois, en français. Ils étaient des millions, voilà, merci beaucoup. Mais non, je l'aime pas, moi, celui-là. D'ailleurs, je l'ai même pas revu, là. Suivi de Charlie X, suivi de Where No Man Has Gone Before, où l'homme dépasse l'homme. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire de démarrage, ces 3 épisodes, les uns après les autres, parce qu'en fait, ils font les bases de ce que sera Star Trek dans toute la série. Ils étaient des millions. C'est l'épisode basique de on arrive sur une planète, il y a un danger qui tue un des membres de l'équipage et on enquête et t'as le monstre de la semaine. Tout simple. C'est pour ça que je l'aime pas. Efficace, sobre, conceptuel, tu vois, c'est un monstre qui se nourrit du sel. Bon, pourquoi pas. Et voilà. Très simple, basique. Le deuxième épisode, Charlie X, qui fait l'inverse. C'est-à-dire que là, cette fois, le monstre, entre guillemets, parce que bon, Charlie, c'est pas de sa faute, vient sur l'Enterprise. Donc le danger est dans le vaisseau. Et cette fois-ci,
Il y a plus une recherche sociale, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Le Charlie, il est méchant parce que problèmes sociaux, parce qu'on s'occupe pas de lui et parce qu'on sait pas occuper de lui. Donc il va falloir trouver une solution pacifique au problème. Et le 3e épisode diffusé, où l'homme dépasse l'homme, Where No Man Has Gone Before, qui est peut-être un de mes favoris de la série d'ailleurs, avec ce concept complètement fou de l'homme Dieu qui se dépasse et qui devient complètement fou. Comment est-ce qu'on va l'arrêter, machin truc. Danger limite universel. Voilà. Moi, je trouve que c'était le meilleur démarrage possible dans l'ordre de diffusion. Et je suis très content de voir. Et surtout quand je regarde, ils étaient des millions, il est arrivé genre super loin. Je sais plus... The Man Trap, 5e épisode. Et du coup, en 5e épisode, il n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'il est vraiment très basique. Tu vois, et qu'il ouvre la série, tu te dis, ah, c'est ça que Star Trek, ok, on y va, on va voir. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Et puis en fait, voilà. Bon, bref, je l'avais déjà défendu, je voulais le redire ce soir. D'accord. Voilà. Ok. C'est vrai que oui, Charlie X et où l'homme dépasse l'homme, c'est 2 épisodes qui se regardent bien. Et j'aime bien. Et c'est vrai que le coup de la barrière galactique, des êtres tout puissants, etc., qui deviennent fous. Ça, celui-là, oui, celui-là pour le coup fait un bon pilote. Sachant que ça a été le 2e épisode pilote choisi après Age. Le vrai épisode pilote, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il marche très bien en pilote. Il marche très bien. Voilà, après, on n'a pas cité, évidemment, les épisodes qui mettent en place toutes les espèces, les gornes, les tribules, Horta. Arena, c'est un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est rigolo la première fois que tu le vois, mais c'est tout. C'est longué. Il y a des épisodes qui sont longués comme ça. Par contre, les mines de la Horta, la Horta, je sais plus comment il s'appelle cet épisode. Moi, oui, c'est ça, les mines de Horta. Les mines de la Horta. Oui, non, mais il est chouette celui-là. Les mines de la Moria. Je trouve très très chouette pour le coup. Et puis là, à nouveau, hein, on a ce concept de il faut arriver à communiquer. Bref, tout ça, on l'a déjà dit. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cette sélection. De rien. Allez, je lui donne mon approval, même si je suis pas totalement d'accord, j'ai un doute. Mais bon, c'est pas grave. Comme tu m'as dit, demain tu vas changer d'avis, alors après voilà, peut-être que demain je te dirai, en fait, c'est génial. Mais c'est ça qui est beau avec Star Trek. Merci beaucoup, Marguerite. On se retrouve très bientôt pour continuer de parler de la série animée. Voilà. J'ai très hâte. Et en plus, je te dis bientôt, mais en réalité pas bientôt, puisque nous, on va pas enregistrer avant au moins 2 semaines. Donc bon, c'est long. C'est long. J'ai envie d'y retourner. Là. Moi, j'ai mon Blu-ray qui est prêt là sous la télé. J'ai mon coffret, il attend, il est là, mais il bouge pas. Et, du coup, moi, tous les soirs, sinon, je me mets dessus. Merde. Sinon, tu te les revois maintenant, et puis dans 2 semaines, tu te revois encore le même épisode. Alors, le truc qui est assez merveilleux, c'est que il est là. Je l'ai. Donc, la série animée est sur Netflix. Et du coup, pas tous les soirs, mais presque, il y a un petit épisode de TAS qui peut être lancé dans le lit. Souvent, par contre, je m'endors devant. Pas pour les épisodes, pas lors des présentations, des préparations. Bien, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. À bientôt. Bonne soirée, Marguerite. Merci à toi aussi. Et bonne soirée à toutes et à tous. Et quand il n'y a pas Thierry, on n'a pas de... Tu veux nous faire un petit cap-là? Non. 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 Eh bien, live long and prosper. Voilà. Un peu facile.